Vous voyez mon présentation? Pour moi, c'est bon, elle est là. Ok, parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais me présenter. Je suis Griselda Canache, la charge de projet européen pour l'Assemblée de régions européennes fruitières, légumières et floricoles. Je voudrais vous présenter à Reflendement. Nous sommes une association européenne qui représente le voix de régions productrices de fruits et de légumes et leur organisation de producteurs en 10 pays différents. 10 pays européens comme la France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Autriche, Belgique, Irlande, Pays-Bas et Allemagne. En ce webinaire, je voudrais vous présenter le projet Nutriman et la plateforme pour les agriculteurs. Je commencerai mon présentation avec le, le projet Nutriman avec la description. Le projet Nutriman de titre signifie Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network. En français, réseau thématique sur la gestion de nutriments, de la récupération de nutriments. Le projet Nutriman a été financé par le programme Horizon 2020 pour 15 réseaux thématiques pour la diffusion de connaissances prêtes à l'employé. Le coordinateur, c'est Edouard Somme de Terre Romane LTD. Et les personnes de contact en France pour AREF, c'est Madame Panegos et moi. Pour la Chambre d'agriculture, c'est Monsieur Caro Lim. Et pour la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, c'est Monsieur Jean-Philippe Bernard. Le projet a commencé en 1er octobre de 2018 avec une durée de 36 mois. Le consortium de projets Nutriman est composé de 18 partenaires provenant de 8 pays de l'Union européenne, 9 instituts de recherche, 3 petites moyennes entreprises, 4 chambres de commerce et d'industrie, une association des agriculteurs et une organisation à but non lucratif. Le projet Nutriman est un réseau thématique sur l'azote et le phosphore qui rassemble les connaissances scientifiques sur les grains organiques, en particulier les produits, les technologies et des applications et des pratiques qui en découlent. Ce réseau est chargé de transférer au secteur primaire les résultats scientifiques les plus innovants, compétitifs et commercialement prêts à l'employer. Des programmes de recherche appliqués avec les pratiques industrielles actuelles dans l'intérêt et au profit des professionnels agricoles. En plus, parce que le projet Nutriman considère que l'agriculture et l'industrie alimentaire sont fortement dépendantes de ressources extérieures, visant de plus en plus la durabilité de long terme et aussi l'urgence d'optimiser l'utilisation de ressources et de faciliter la transition d'une agriculture basée sur la connaissance. L'objectif du projet Nutriman, ils sont différentes, comme par exemple le premier objectif, il s'agit d'améliorer l'exploitation de cas pratiques et prêts à l'employer, de gestion et de récupération des azotes et de phosphore, car ils ne sont pas encore suffisamment connus par les agriculteurs. Deuxième objectif de Nutriman est de créer de nouvelles opportunités pour les agriculteurs, de développer des liens entre la recherche appliquée, les résultats pratiques et les pratiques agricoles en matière de gestion de récupération de nutriments. Le troisième objectif, c'est la diffusion des connaissances sur le thème de la récupération et l'utilisation des ingrédients par la réalisation d'une centaine de synthèses techniques selon les formats EpiAgri. Pour qui ne le connaît pas, l'EpiAgri, c'est une plateforme de partenariat européen d'innovation pour la productivité et la durabilité agricole. Et aussi, il y a un support de formation, de documents qui sont disponibles dans la plateforme que je vous expliquerai, et aussi des démonstrations vidéo dans le terrain. D'ici à 2022, l'année de mise en œuvre et l'harmonisation de nouvelles
de nouvelles règlements européens sur les grains, les professionnels d'agriculture connaîtront auront essayé et appliqueront les produits de filière de valorisation. En plus, des autres objectifs de projet Nutriments, c'est par exemple d'utiliser une approche ascendante au mieux de considérer le point de vue des agriculteurs. En jargon de projetation, on l'appelle l'approche bottom-up. En plus, c'est de résumer et de partager des meilleures solutions existantes prêtes à l'employé et proches du marché aux agriculteurs, aussi l'expansion de réseaux thématiques existants. Le résultat de projet Nutriments est d'utiliser la plateforme pour les agriculteurs sera possible d'être utilisé jusqu'à l'année 2031. L'objectif avec ce slide ici, je voudrais vous présenter mieux l'objectif de projet Nutriments il y a le projet Nutriments va créer un lien de communication entre l'entreprise de Nutriments, les agriculteurs et le projet Nutriments et aussi les conseillers agricoles et le projet Nutriments. Maintenant, je voudrais vous présenter la plateforme, comme je déjà vous anticipé, qui est le projet Nutriments offre la possibilité de consulter une plateforme web. La plateforme web est composée d'une page dédiée, par exemple, il y a des descriptions de principales caractéristiques de produits ou de la technologie. Les liens directs pour un engagement approprié dans l'agriculture sont possibles. Sont possibles aussi de consulter et de télécharger des fiches d'information, des graphiques, de matériel audiovisuel. Tout ce travail est grâce aux partenaires de projet Nutriments et des entreprises qui ont travaillé ensemble pour réaliser ces plateformes. La plateforme, elle se présente en ce manière. Maintenant, je voudrais vous la présenter directement. Pardon, Zelda, on ne voit pas les autres slides. Ah oui? On voit que la première slide. Ah, désolé. Désolé Maintenant, pour ce propos logistique. ok. Maintenant, tu vois que je suis en ligne? Non, non plus. On voit que la première slide. Oh, c'est dommage. Ah, j'essaye. Désolé pour ce petit problème logistique. Maintenant, vous voyez l'image là. Oui. Voilà, plateforme agricole version française maintenant. Ok, merci, super. Pardon, je suis désolée pour ce petit. Comme j'ai déjà vous dit que la plateforme web s'y présente en ce manière et vous avez la possibilité, la plateforme il est traduit en 8 langues différentes qui sont les langues des partenaires de consortium de projet Nutriments. Vous cliquez sur le bouton de langue française et la page il s'ouvre dans la version française. Dans la plateforme, vous avez la possibilité de consulter le news. Ici, vous avez la possibilité de consulter le vieux un bulletin de projet Nutriments, mais aussi dans la plateforme, si vous êtes intéressé par rapport à le projet Nutriments, vous avez la possibilité d'inscrire sous le bulletin Nutriments pour rester informé et je vous invite de faire ça parce qu'en ces périodes, nous sommes en train de développer différentes bulletins d'information par rapport à différentes technologies et produits que mon collègue Jean-Philippe vous présentera. Aussi, la plateforme vous offre la possibilité de donner votre point de vue à travers deux enquêtes. La première, c'est l'enquête le mini-enquête qui est divisée pour le produit et technologie et l'enquête générale. Je voudrais vous présenter la première
le première mini-enquête, comme vous pouvez participer, vous cliquez sur le bouton de la langue française. Les produits ont été divisés pour catégories principales et sous-catégories. Comme vous voyez, sous-catégories de compost, digestate, biomasse, alternative, cendres, astrobites, etc. Je prends le premier produit. Vous cliquez toujours sur la langue française. Vous n'inquiétez pas parce que toujours le titre de produit, il apparaît en anglais, mais vous avez la langue fenêtre, vous cliquez sur la langue française, vous trouvez le titre de produit en langue française. Après, vous lisez le document qui se trouve à la fin et vous cliquez toujours sur la langue française. Vous pouvez donner votre opinion par rapport à le produit. C'est la même procédure par rapport à la technologie. Vous cliquez sur le bouton de langue française et vous faites la même procédure. Maintenant, je voudrais vous présenter l'enquête générale, que c'est la consultation des agriculteurs et l'identification de motivation et les barrières pour l'utilisation de fertilisants, biosources et écosources et leur technologie de production. Je vous invite vraiment à participer à cette enquête parce que c'est vraiment très important pour nous pour avoir votre point de vue, votre opinion. En plus, la plateforme offre la possibilité de consulter de produits et de technologies que je vous présenterai directement maintenant. Maintenant, vous voyez la présentation ou pas? Non. Oui, mais maintenant ou pas? Ok. Je voudrais vous, comme j'ai déjà anticipé, je voudrais vous présenter la plateforme. La plateforme offre la possibilité de consulter les technologies et les produits. Je voudrais vous présenter les technologies. Les technologies dans la plateforme ont été divisées en catégories. La première catégorie, c'est la récupération biologique de nutriments, compostage, digestion, anaérobie, technologie à base de microalgues. Le deuxième, c'est la précipitation de phosphore provenant du lisière des eaux usées et des eaux de drainage. Le troisième, c'est la récupération thermochimique de nutriments. La quatrième catégorie, c'est la récupération physico-chimique d'azote, de fourmière, de digestate et des eaux usées. Des eaux usées et de séparation et procède membrané. La plateforme contient de contacts directs de fabricants d'intrants et aussi de développeurs de chacune de ces technologies. Maintenant, je voudrais vous présenter la technologie, comme elle se présente dans la plateforme et comme vous pouvez arriver. Vous cliquez toujours sur la langue française, sur le bouton de la langue française. Vous voyez, ils sont divisés pour les principales catégories de technologie. Aussi, vous avez les sous-catégories, la digestion anaérobie, par exemple, le compostage, la digestion anaérobie de compost, les technologies. Vous voyez la deuxième sous-catégorie principale, les catégories principales, aussi les sous-catégories. Pour chaque sous-catégorie, vous avez une définition, par exemple, qu'est-ce que c'est la digestion anaérobie, qu'est-ce que c'est le compostage, qu'est-ce que c'est la digestion anaérobie de compostage, etc. En plus, vous avez, pour chaque sous-catégorie, vous avez ici à votre gauche les codes de technologie. Vous cliquez sur une technologie que vous êtes intéressé pour la sous-catégorie, pour la catégorie principale, et vous avez l'information. Ok.
Maintenant, je voudrais vous présenter l'IDI de nombre 193 en français, pardon, parce qu'en Belgique, on dit 193. Le titre, la technologie de pyrolyse à zéro émission très rare. Très rare signifie recycler, réutiliser, réduit pour la récupération de phosphore des eaux d'animaux et de qualité alimentaire en biophosphate. Cette technologie fait partie de la catégorie de récupération thermochimique de nutriments et dans la sous-catégorie de récupération réductrice thermochimique de phosphore. La provenance de cette technologie est en gras produit par Très Rare Agrocarbone et le vendeur est Très Rare Agrocarbone. Cette technologie est une autothermique de pyrolyse à zéro émission Très Rare via des processus de recyclage thermique et biotechnologique intégré a été spécifiquement développé et conçu pour la valorisation de sous-produits des eaux d'animaux de qualité alimentaire en un grand phosphore. Le biophosphate est composé de différents types de eaux d'animaux, principalement bovins, de qualité alimentaire déjà pré-traités à 130 degrés à 3 bars pendant 20 minutes. Les avantages de cette technologie très rare sont différents. Le premier avantage est que cette technologie de pyrolyse très rare consiste à récupérer du phosphore économiquement concentré à partir des eaux d'animaux de qualité alimentaire qui pourraient potentiellement fournir une source alternative abondante de nutriments présente une efficacité agronomique similaire à celle de roche-phosphore extrait des ingrédients phosphates traités chimocétiquement. Le deuxième avantage est que la technologie Très Rare est une solution à émission zéro pour la conception primaire où tout le flux de matériaux sont recyclés et réutilisés. Le processus Très Rare ne produit pas de l'émission nocive et le produit est sûr à être utilisé. Le biohuile de pyrolyse sera utilisé pour fournir de chaleur et de l'électricité à l'usine. Pour ce produit et pour cette technologie, et pour toutes les technologies que je vous montrais dans la plateforme avant, vous avez la possibilité de consulter et de télécharger des documents. Les documents que la plateforme vous offre sont le résumé de la pratique EpiAgri, le fiche technologique et l'application de matériel pédagogique. Maintenant, je voudrais vous présenter directement comment vous pouvez trouver la possibilité de consulter ce produit. Vous cliquez toujours sous la langue français. Ici, vous voyez le titre est en anglais, vous n'inquiétez pas. Ici, vous trouvez l'information base de produits, qui est le vendeur, le pays, la catégorie principale et sous la catégorie. Vous allez sur la fenêtre de langue française, vous cliquez sous le bouton de la langue. Le titre de la technologie vous apparaît en français. Après, vous allez à la fin de la fenêtre et vous avez 3 documents ici. Je voudrais vous présenter le premier document, qui c'est le document de... il y a un problème, je pense. Je vous présente le document EpiAgri. Ici, vous voyez, vous trouvez le titre de technologie en français et aussi un résumé par rapport à cette technologie. Je continuerai mon présentation avec le produit. Le produit dans la plateforme, on était aussi divisé par catégories. La première catégorie, c'est le compost digestate et biomasse. Le deuxième, c'est le cendre. La troisième catégorie, c'est le struvite et deux autres produits de phosphate. Le quatrième, c'est biochar et biophosphate. La cinquième catégorie, c'est des eaux épurées de concentré d'azote minéral. De contact direct
directs sont disponibles, ceux de fabricants d'ingrants et ceux de développeurs de chacun des produits. Je voudrais vous présenter la plateforme des produits. Toujours, vous avez la possibilité de cliquer sur la langue française. La première catégorie principale, compost et digestat. La deuxième catégorie principale est centre, etc. Aussi, pour chaque catégorie principale, vous avez les sous-catégories compost, digestat, biomasse, cendre, struvite, acide phosphorique, le biochar, etc. Pour chaque sous-catégorie, vous avez la définition, le compost de matériaux de type de humus provenant de compost de déchets organiques. Digestat, la définition de digestat, la définition de biomasse, etc. Ici, vous avez la possibilité pour chaque catégorie de consulter des produits. En plus, la plateforme pour les produits, à différence de la technologie, vous offre la possibilité de consulter le matériel d'information. Il vous explique le matériel de formation de compost en Europe du Nord, de formation de compost d'Europe du Sud, le digestat européen du Sud, le matériel de formation de biomasse. Je voudrais vous présenter le document, comme ça vous pouvez voir qu'est-ce que vous donne ce matériel. Le document d'information, vous trouvez le titre, le contenu, par exemple, le principal caractéristique de la catégorie, le matériel premier, le mode d'obtention, le stockage et l'avantage pour les agriculteurs, les limites d'application et les risques évaluants. Maintenant, je voudrais vous présenter le produit ID 210, le titre compost de déchets verts et de déchets mixtés issus du processus ACA pyrolynése. Ce produit fait partie de la catégorie de compost digestat en biomasse et dans la sous-catégorie de compost. La provenance de ce produit est d'Italie, produit par ACA pyrolynése. Le vendeur est aussi ACA pyrolynése. Le produit, le compost Floraviva, est un compost de qualité résultant de la transformation biologique naturelle de biodéchets. En plus, Floravia est un produit final stable, hygiénique et riche en humus de compostage, de flux de déchets organiques prédigérés et récupérés sélectivement. C'est une matière première secondaire contenant de matière organique stable appelée humus et la fraction minérale inorganique. La température élevée atteinte au cours du processus implique que le compost est l'exemple d'agents pathogènes, de larves, d'insectes et de grains de mauvaises herbes. Cela garantit que l'utilisation de pesticides et de herbicides sur le sol enrichi en compost sera limitée par rapport aux applications d'amendement. Pour le sol non traité, la quantité d'humus augmente également et la capacité d'échange cationique du matériel s'améliore. La formation d'acidité humique à partir de la dégradation microbienne offre également des propriétés appropriées pour l'utilisation de compost comme amendement de sol. Les avantages de ce produit sont différents. Le premier avantage, il convient aux plantes ornementales et aux jardins potagers, à la culture frutifère aux pépinières et aussi en plein champ. Le deuxième avantage, c'est qu'il améliore la structure physique et chimique du sol. Avec un apport de matériel organique. En plus, il exerce une action protectrice contre de nombreux organismes nocibles pour les cultures. Aussi, améliore la biodiversité du sol en augmentant la faune et la flore microbiologique. En plus, il réduit les dévisages. Le dernier, mais non moindre important avantage, c'est que l'augment de la capacité de rétention des eaux et par conséquence diminue la vulnérabilité et l'érosion et la dissécation. Les cultures où ce produit peut être utilisé sont le pomme de terre, le bleu, le chou, le printemps, concombre, tomates, légumes, céleri et des autres cultures agricoles. Également, ça peut être utilisé en horticulture, floriculture et arboriculture. Le type d'agriculture, il peut être utilisé dans
l'agriculture biologique et aussi conventionnelle. Pour ce produit et pour tous les produits que je vous ai présentés dans la plateforme, vous avez aussi la possibilité de consulter et de les charger de documents comme le résumé de la pratique et prix agri, le fiche technologique, l'application de matériel pédagogique. Maintenant, je voudrais vous présenter aussi pour le produit la possibilité comment vous pouvez consulter la page et de trouver le document toujours cliquer sur la langue française. Le nom de produit est toujours en anglais, mais nous allons sur la fenêtre de langue française où le titre, il compare dans la langue française. Nous allons à la fin de la fenêtre et ici, vous avez le sommaire et document. Je voudrais vous présenter le premier document qui c'est le document, le fiche informatif où vous trouvez le nom de la technologie en français, le fait essentiel, le résumé par rapport à le produit, le mode employé, les principales caractéristiques du produit, les principaux avantages et aussi la position d'avantage concurrentiel et le contact direct par rapport à ce produit. En plus, vous avez la possibilité aussi de consulter le matériel d'information qui vous donne toutes les informations, par exemple, quel est le produit, quel est le vendeur de produits, quels sont les avantages de problèmes, quel équipement, méthode pouvant être utilisé et appliqué de ce produit, comme l'utiliser et quelles sont les autorisations des autorités dans quel pays de l'Union européenne ce produit peut être utilisé. Je termine mon présentation. Je vous remercie pour votre attention. En cas où, si vous avez besoin de majeures informations, vous pouvez nous contacter sous l'adresse email que vous voyez ici. Merci. Je donne la parole à mon collègue Caro pour son présentation. Pour continuation, pardon. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, Jean-Philippe va vous présenter notamment des produits français, enfin des produits et technologies français, et puis peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on vous donnera ensuite la parole. Bah, Jean-Philippe, je te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Jean-Philippe Bernard, donc Chambre d'agriculture de Charente-Maritime. Avant de passer à la présentation des produits, donc je vais faire un rapide récapitulatif en fait du contexte du projet Nutriman, à savoir donc l'évolution de la réglementation en matière fertilisante à l'échelle européenne. Est-ce que vous voyez donc le diaporama? Oui. Okay. Donc je suis passé sur la deuxième diapo, c'est bon? Tout à fait. Ok, très bien. Donc, le projet Nutriman, en fait, s'inscrit dans un contexte européen de changement, donc des changements en matière de réglementation sur les matières fertilisantes. À l'heure actuelle, nous sommes encore donc j'allais dire, dans le contexte du règlement 2003-2003 sur les matières fertilisantes, qui travaille essentiellement sur des produits assez courants et qui sont des produits issus de la synthèse pour l'azote ou issus de l'extraction, notamment pour le phosphore et le potassium. Mais un nouveau règlement sur les matières fertilisantes est paru au 5 juin 2019 avec une application prévue pour le 16 juillet 2022, donc dans un peu plus d'un an. C'est un règlement qui introduit une vraie évolution culturelle, si je puis me permettre. Vous voyez, donc, il comprend 116 pages, donc c'est vraiment quelque chose d'assez important. Ce ne sont pas des modifications à la marge. Et ce règlement, en fait, veut mettre en avant donc, le principe de l'économie circulaire, enfin s'inscrit dans une stratégie d'économie circulaire à l'échelle de l'Union européenne pour favoriser l'usage de produits issus du recyclage. Hein, c'est vraiment la première considération qui est mise en avant dans ce règlement, dans sa présentation, en particulier les effluents d'élevage. Alors ça répond en fait
a une volonté de, géostratégique, une volonté notamment de diminuer la dépendance des États membres de l'Union européenne vis-à-vis de ressources non renouvelables et surtout situées en dehors des frontières de l'Union européenne. Donc je pense au pétrole notamment ce qui concerne l'azote de synthèse et les phosphates d'extraction. Bien. On trouve aussi donc deux points importants dans ce règlement, en gros. Donc la volonté de définir les matières fertilisantes et supports de culture en combinant donc des catégories fonctionnelles et des catégories, j'allais dire, de constitution. Et puis, il y a aussi un travail présenté dans ce règlement sur la surveillance des éléments dits d'innocuité, en particulier la présence du cadmium dans un certain nombre de matières fertilisantes. Donc, mise en application de ce règlement l'an prochain, au 16 juillet 2022. Alors, donc, en fait, les fertilisants, maintenant, matières fertilisantes, supports de culture, seront décrits en tant que catégorie fonctionnelle de produits, hein, CFP, où on tiendra l'acronyme anglais PFC, donc qui font l'objet de l'annexe 1. Et ces catégories fonctionnelles de produits sont établies à partir de l'association de catégories de matières constitutives, qui sont, elles, présentées en annexe 2. Et le règlement présente également les règles en matière d'étiquetage et ainsi que les obligations du producteur, notamment l'évaluation de la conformité, avec une déclaration de conformité qui permet la mise sur le marché de ces futurs produits. Bien. Alors, l'évaluation de la conformité, je ne rentre pas dans les détails hein, dans le cadre de cette présentation, dans le cadre de ce webinaire. Le réseau Champs d'agriculture va travailler beaucoup la question encore sur l'année 2021 et début de l'année 2022. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a en fait plusieurs modules d'évaluation de la conformité en fonction des types, donc en fonction des PFC et des CMC associés. Alors, si on travaille un peu, on regarde un peu dans le détail la présentation donc, des catégories fonctionnelles de produits, on est sur une description relativement, générique au départ. Hein. On a la première catégorie qui regroupe les engrais avec les subdivisions engrais organiques, engrais organominéral, engrais inorganiques, sous leur forme solide, liquide. Et dans le cas des engrais inorganiques, alors qui reprennent en fait ce qu'on appelait traditionnellement les engrais minéraux, on va effectivement distinguer à macroéléments, oligo-éléments, etc., avec une spécification vraiment sur les engrais contenant du nitrate d'ammonium à forte teneur en azote, essentiellement pour des raisons de sécurité. Bien. On a la catégorie, donc la PFC2, les amendements minéraux basiques. Une catégorie, donc 3 amendements du sol, alors qui reprend une catégorie qu'on connaît déjà bien, à savoir les amendements organiques, mais on introduit aussi les amendements inorganiques du sol, donc les amendements à caractère minéraux. On a la catégorie des supports de culture. On a la catégorie donc, des inhibiteurs de nitrification, des nitrifications d'uréase. La catégorie biostimulants des végétaux, alors microbiens ou non microbiens. Et puis la catégorie numéro 7, en fait, qui permet la combinaison et mélange des catégories précédentes. Si on va un petit peu dans le détail pour ces catégories donc, fonctionnelles de produits, en ce qui concerne les engrais, donc sur la définition générale, donc pas de rien de nouveau, hein, les engrais sont des fertilisants UE qui sont censés apporter des éléments nutritifs aux végétaux et aux champignons. Donc en ce qui concerne l'organique, il y a donc une volonté effectivement de mettre en avant la fertilisation et donc les engrais de type organique, qui doivent comporter des éléments nutritifs uniquement d'origine biologique, sachant que donc tourbe, léonardite, lignite sont autorisés, mais pas d'autres matières fossiles. Donc, on est sur de l'organique, mais aussi de l'organique à recycler. Voilà. Donc l'AB organominéral, un mélange, la composition entre organique et inorganique minéral. Et donc les inorganiques, les engrais minéraux traditionnels qui contiennent des éléments nutritifs sous forme de minéraux et qui sont autres que les catégories précédentes. L'amendement minéral basique, donc rien de spécial non plus, hein, les fertilisants qui ont pour fonction de corriger l'acidité du sol. Alors amendement du sol, donc organique, alors amendement qui doit améliorer donc
les propriétés du sol, donc soit organique, alors pareil, hein, essentiellement incitation à de l'organique de recyclage, et inorganique, alors minéraux, ce qui n'est pas organique. Donc on sent aussi dans ce règlement une volonté de mettre en avant l'organique, puisque finalement le minéral est défini par, par opposition. Les supports de culture, pas de nouveau aussi. Les inhibiteurs, donc les inhibiteurs sont des fertilisants qui ont pour fonction d'améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs. Pour un produit qui apporte des éléments nutritifs aux végétaux, en retardant ou en bloquant l'activité de micro-organismes ou d'enzymes, donc en fait qui vont retarder la nitrification ou la modification. Le biostimulant des végétaux donc sont des fertilisants qui ont pour but cette fois-ci de stimuler les processus de nutrition, donc indépendamment des éléments nutritifs. Et pour donc améliorer l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, augmenter la tolérance au stress, améliorer les caractéristiques qualitatives et la disponibilité des éléments nutritifs dans le sol et dans la rhizosphère. Donc, la combinaison de tous ces éléments. En ce qui concerne les catégories de matières constitutives, les CMC, on va trouver 11 catégories, donc avec la catégorie la plus importante en termes de diversité, donc la numéro 1, qui en fait représente les substances et les matières vierges. Donc là-dedans, on va retrouver principalement tout ce qui est actuellement encore d'origine synthétique ou d'extraction en particulier, et sur des produits qui ont des compositions chimiques relativement simples. Alors, il faut bien voir en fait que cette catégorie est très importante aussi en termes de symboles, puisqu'elle renvoie au règlement REACH, et donc en fait elle renvoie aux substances ou aux mélanges de substances qui sont inscrites dans le catalogue REACH qui est mis à jour par l'agence européenne. Et en fait, cette catégorie contient aussi beaucoup de références pour d'autres substances qui peuvent apparaître dans les autres catégories de matières constitutives. Par exemple, les additifs de compostage ou les additifs de digestat, les éléments qui créent en fait les inhibiteurs de minéralisation, enfin, etc. Donc c'est une catégorie en fait qui est extrêmement large en termes de nature de substance. La CMC numéro 2, en fait, elle est plus restreinte puisqu'elle représente les végétaux, donc en tout, en partie ou en extrait, qui ont fait l'objet d'un traitement entre guillemets naturel, qui ne modifie pas fondamentalement la nature biochimique de ces végétaux. Alors donc le broyage, le découpage, le tri, le criblage, le traitement à l'eau, voilà, la déshydratation ou le séchage, bien entendu, enfin ce type de transformation. Bien. Les composts, alors donc on trouve les composts en tant que catégorie de matières constitutives. Alors on a dans le règlement une définition donc bien entendu des ingrédients d'origine, enfin des matières premières et du processus de compostage, et aussi des caractéristiques de composition de ces composts, notamment par rapport aux éléments d'innocuité. On va trouver deux cas de digestat, donc la CMC4 pour les digestats uniquement issus de cultures végétales, donc en fait digestats qui sont produits à partir des cultures spécifiques produites pour de la méthanisation, et puis les digestats autres avec d'autres ingrédients. En fait, la différence principale entre ces deux catégories de matières constitutives, c'est qu'on a des exigences en termes de caractérisation dans la classe 5 qui n'apparaissent pas dans la classe 4, considérées comme, on va dire, moins à risque en termes notamment d'éléments d'innocuité. La catégorie 6, en fait, qui est relativement restreinte, parce qu'elle concerne les sous-produits des transformations agroalimentaires. En fait, on a quelques cas de sous-produits. On va trouver les chaux d'origine alimentaire, on va trouver les mélasses issues de la production du sucre, les vinasses issues de la distillation des mélasses, on va trouver les drèches des distillations, mais on ne trouve pas tous les sous-produits imaginables dans l'industrie agroalimentaire. En fait, c'est une catégorie de matières constitutives qui est directement liée à la PFC des biostimulants. Hein. Il s'agit des micro-organismes qui peuvent être utilisés dans le cas des biostimulants à base de micro-organismes. On trouve la catégorie des polymères nutritifs ou non nutritifs. Les polymères non nutritifs qui en fait concernent éventuellement les enrobages qui peuvent être faits sur des matières fertilisantes pour
modifier leur comportement hydrique dans le sol. On va trouver la catégorie, la CMC10, qui concerne les sous-produits animaux, alors qui renvoie directement au règlement, adéquat, à savoir le règlement CE 1069-2009 sur les sous-produits qui peuvent être utilisés. Et puis on va trouver donc la catégorie 11 qui renvoie aux sous-produits au sens de la directive déchets. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'en fait, il faudrait carrément un webinaire pour chaque élément. C'est aussi encore encore un sujet d'étude important pour essayer de faire la transcription entre ces et même la traduction entre ce qu'on connaît dans le cadre de la réglementation française et puis ces éléments-là. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on va, en termes je parlais de révolution culturelle, c'est vrai que dans le cadre de l'application de ce règlement, il y a quand même un risque important de perdre les appellations dont on avait l'habitude en France, notamment les appellations qui renvoyaient aussi à la nature d'origine des matières fertilisantes et aussi qui formaient un tout. C'est-à-dire que par exemple en France, les composts sont intégrés directement dans la catégorie des amendements organiques par la nature même de leur fabrication ou par la nature même de leurs matériaux d'origine. Alors que à la lecture de ce nouveau règlement européen, à la limite, les composts forment une CMC. On pourrait très bien avoir cette CMC qui alimente des PFC de type plutôt engrais ou d'autres PFC, éventuellement. C'est à l'étude. Alors, comme conséquence de ce règlement, il faut voir qu'en fait, ce règlement ne s'occupe pas de l'utilisation et des conditions d'emploi des matières fertilisantes, hein, contrairement à d'autres textes nationaux ou européens sur les bonnes pratiques de gestion de la fertilisation ou d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture. Ce n'est pas l'objet du tout du règlement du règlement qui doit bientôt s'appliquer. Il ne concerne en fait que vraiment la commercialisation, l'émergence et la commercialisation des produits en tant que tels, matières fertilisantes et supports de culture. Ce règlement contient donc un élément qui est important dans le contexte actuel en France, à savoir la fin du statut de déchet. Très clairement, le règlement établit que tout composant d'un fertilisant UE, dans la mesure où on obtient un fertilisant UE au sens du règlement bientôt en application, ce composant cesse d'être un déchet. Donc le produit, bien entendu, n'est pas un déchet, mais un produit commercialisable. Les États membres conservent la possibilité de faire retirer des MFC UE qui seraient non conformes. Mais ça, j'allais dire, je me permettrais de qualifier cette procédure à risque parce que, en même temps, dans le règlement, l'Union européenne a prévu la possibilité d'intervention par la Commission pour faciliter la circulation des fertilisants qui respectent les conditions d'innocuité et d'efficacité qui sont présentées dans le règlement. Donc il y aura un équilibre à trouver entre exigences nationales et consignes et prescriptions européennes. Bien entendu, ce règlement européen n'envisage pas toutes les possibilités en matière de matières fertilisantes et de supports de culture. Il ne se substitue pas de façon totale à la réglementation nationale. Toutes les matières fertilisantes ou supports de culture qui pourraient exister au niveau national et qui ne sont pas compris dans ce règlement, dans la mesure où elles ont une existence légale au niveau de la réglementation nationale, peuvent rester donc et seront commercialisables sur le marché national. Alors, un petit mot quand même aussi sur la partie recherche et développement. Donc, en fait, le règlement européen donc, a été présenté en projet en 2016 et il est sorti en 2019. Dans l'intervalle, on a eu un certain nombre de groupes de travail. On a notamment eu un groupe d'experts à l'échelle européenne qui s'est mis en place en 2016 et jusqu'en 2017 pour travailler un peu sur ses conditions d'application. Et dans cet intervalle de temps, un certain nombre de projets financés par le programme Horizon 2020 ont émergé et se sont mis en place et sont en cours, comme c'est le cas du projet Nutriman. Vous en avez d'autres, hein, Circular Agronomics, Nutricycle, Export Bio, plus récemment Fertimanure, à laquelle d'ailleurs l'APCA participe et d'autres champs d'agriculture participent.
Donc tous ces projets, en fait, vont travailler sur des aspects plus ou moins spécifiques, mais sont concernés ou concernent donc la mise en application du règlement européen et veulent donner donc des éléments ou des connaissances ou des éléments de référence pour l'application, la mise en application de ce règlement. C'est le cas de Nutriman notamment, qui apporte en fait des éléments assez concrets, des informations relativement concrètes sur les technologies de transformation, traitement ou sur les produits qui en sont issus. Vous avez d'autres projets comme Nutri2Cycle qui travaillent d'une façon un peu plus académique ou plus universitaire sur des solutions de traitement ou surtout sur la mise en application ensuite entre, j'allais dire, au niveau des exploitations agricoles, au niveau du monde professionnel agricole. Donc voilà pour moi. Si vous avez des questions, avant de passer donc à la présentation de 4 produits français, je suis à votre disposition pour y répondre. Je ne sais pas, K.O., je n'ai pas en vue éventuellement les commentaires écrits, enfin je ne sais pas s'il y a des questions écrites, si vous n'avez pas de questions orales. Apparemment, il n'y a personne qui a des questions. N'hésitez pas, bien sûr, à, à demander voilà, à demander des précisions. Peut-être pour la fin. D'accord. Bon, dans ce cas-là, je vais embrayer sur la présentation de produits. Donc, en fait, il s'agit de travaux qui ont été conduits dans le cadre du projet Nutriman. Bon, des fois en association avec d'autres financements, hein, puisqu'on a les travaux chambres en général, des fois peuvent, j'allais dire, associer différents programmes quand ils sont compatibles, bien entendu. Donc, je vais présenter des résultats qui concernent 3 produits français, donc des résultats, 2 cas de produits qui ont été travaillés sur la Charente-Maritime, et puis un produit qui a été étudié par mon collègue Daniel Lanoc, hein, qui participe à ce webinaire donc, en Bretagne. Alors, donc le réseau, le projet Nutriman, donc je vais passer assez vite, hein, puisque vous avez eu la présentation très complète des résultats. Donc, dans le cadre de la thématique, enfin dans le cadre donc, du règlement européen, donc, et dans le sens des orientations stratégiques, hein, l'indépendance de l'Union européenne par rapport à l'énergie aux matières premières fossiles et améliorer l'utilisation des matières fertilisantes issues du recyclage, encore insuffisamment connues par les usagers. Alors, je précise, hein, parce que ça, c'est aussi une préoccupation de l'Union européenne. Après, je pense que c'est assez variable d'un pays, d'un État membre à l'autre. Ça peut peut-être nous choquer des fois en France, notamment pour des collègues du réseau Champs d'agriculture qui travaillent très spécifiquement sur le recyclage de la matière organique et son retour au sol. A priori, ce n'est pas tout à fait les mêmes contextes d'un État membre à l'autre. Bien. Donc, développer un réseau de connaissances prêtes à l'emploi sur les technologies de production et les produits qui en sont issus, donc sur la plateforme Nutriman. Donc, les champs d'agriculture participent, donc la PCA qui est directement membre du consortium, avec donc l'appui de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne, représentée par Daniel Lanoc et Jérémy Guine, et donc l'appui de la Chambre départementale d'agriculture de Charente-Maritime, par moi-même et puis par 2 collègues qui ont participé aux expérimentations, David Julien et Benoît Voltaire. Donc notre idée au départ, c'était donc de pouvoir proposer au réseau des 4 produits issus du recyclage en France, mener justement un petit peu dans le cadre d'un état des lieux, participer bien entendu à la traduction des documents techniques et puis organiser des opérations de démonstration. Alors, le premier cas de produit, donc, c'est les cendres de bois qui sont produites en Bretagne. Hein, donc, vous avez l'identifiant que je rappelle à chaque fois si vous voulez retrouver sur la plateforme Nutriman. Donc, c'est un produit qui appartiendrait, je vous permets de rester au conditionnel, donc à la catégorie fonctionnelle 1C, engrais inorganique de type plutôt de type minéral. Donc, produit dans le Finistère, en Bretagne. Donc, nature sont des cendres de bois brûlés en chaudière et avec une composition essentiellement phospho-potassique. Bon, quand on regarde d'ailleurs les pourcentages, que ce soit par rapport aux critères du nouveau règlement ou même aux critères la normalisation en France, enfin les normes en France, on est effectivement sur un cas d'engrais de type composé binaire de type phospho-potassique.
Donc, un essai qui a été conduit en 2019 par mon collègue, donc d'application de ces cendres en Bretagne sur une prairie. Donc, essai de démonstration en prairie. Alors, on parlerait plutôt de démonstration parce qu'on est sur un protocole qui ne reprend pas obligatoirement les exigences statistiques des essais de fertilisation. Donc, on a des apports sur des bandes, hein, avec des bandes témoins et puis des apports de cendres, donc à la dose de 2 tonnes par hectare, sur des bandes qui font donc 7 mètres de large. Et puis, on a donc un suivi du développement de la prairie, notamment par herbomètre, alors, qui est fait avec la participation de l'éleveur. Bien. Alors, la parcelle en question, effectivement, a été choisie parce qu'elle était principalement plutôt carencée en phosphore. Donc, pas de problème sur le potassium ou trop sur le magnésium. Et par contre, effectivement, vous voyez, aux deux types d'analyses, donc Dyer et Olsen, on a bien effectivement une carence qui apparaît en matière de phosphore, avec les teneurs de renforcement préconisées par les combinifères qui sont de l'ordre de 170 mg par kg de sol, donc pour Dyer. Donc, on voit assez clairement la carence. Et on a comme principaux résultats donc en fait l'observation d'une augmentation de la production fourrage sur la pâture. Alors donc les hauteurs d'herbe ont été relevées à l'herbomètre, elles ont été transformées, transcrites en biomasse, en densité de biomasse, donc en tonnes de biomasse en matière sèche par hectare, pour rendre les observations un peu plus concrètes. Donc vous avez en fait sur le graphique deux types d'informations. Donc vous avez le rendement cumulé, donc et vous pouvez voir donc la différence, hein, c'est les deux courbes unies donc entre cendres et témoins. Donc on a effectivement une augmentation, alors, qui a été mesurée, donc une augmentation de 20% à 70% donc dans l'année qui suit l'épandage. Et vous voyez donc les taux de croissance entièreté avec effectivement une augmentation qui se fait sur l'année qui suit, avec une diminution plutôt en fin d'année qui suit. Alors donc, les résultats qu'on en tire, donc on a une démonstration qui met en évidence effectivement l'effet positif de l'épandage de cendres, et un effet même significatif d'un point de vue statistique. Par contre, il n'y a pas eu d'analyse factorielle qui a pu en être tirée, puisqu'en fait on est sur un engrais composé avec une valeur neutralisante, donc on a une interaction de beaucoup d'effets, pas toujours évident dans un dispositif de démonstration pour distinguer les éléments d'effet. L'analyse de terre permet à mon collègue de plutôt mettre en avant l'apport de phosphore pour la différenciation de la pousse de l'herbe, ce que confirmerait d'ailleurs la diminution de l'effet au bout d'un an, alors que dans le cas d'un effet lié à la neutralisation, enfin au cholage, on aurait plus de continuité. Par contre, l'effet sur le pH pourrait expliquer une observation de la différenciation de la flore. Voilà. Donc un essai qui effectivement a pu mettre en avant l'effet engrais de ce type de produit. Deuxième exemple de produit, il s'agit d'un compost de fumier d'algues. Donc c'est un cas de compost qui est relativement encore peu répandu. Donc vous avez l'identifiant, qui a été classé en 3A, c'est-à-dire en amendement organique, selon le règlement européen. Donc c'est une exploitation agricole de Charente-Maritime qui le produit, et c'est un compost qui a été fait à partir de différents fumiers, donc bovins, équins, de paille et d'algues, par compostage à la ferme. Voilà. Donc effectivement, on retrouve une composition qui justifie la catégorisation en tant qu'amendement, puisqu'en fait on n'atteint pas les niveaux pour une caractérisation en tant qu'engrais. Par contre, on a une diversité élémentaire assez importante. Et effectivement, les caractéristiques organiques qui sont relativement assez importantes. On voit aussi, hein, c'est un amendement qui est plutôt alcalin, avec un pH relativement élevé, et un C sur N qui est relativement bas, donc stabilité intéressante du produit. On a donc, pareil, fait un essai de deux types de démonstration, c'est-à-dire qu'on n'a pas un dispositif d'expérimental. On a donc, dans le cas d'une parcelle de marais, hein, on est dans le marais Poitevin, donc un sol qui est relativement profond et assez argileux. On est à plus de 50% d'argile. Et donc, sur une parcelle de maïs, conduit en agriculture biologique,
on a, sur 4 bandes, procédé à des apports assez conséquents de compost. Donc, vous voyez, de 17 à 70 tonnes, hein, 17, 35 et 70 tonnes. Alors, c'est donc une culture de maïs en agriculture biologique, sans apport nutritif donc, par des engrais du commerce. On a préféré ce système de suivi en bande pour plus de facilité dans la mise en place et dans le suivi. Et donc, on avait les mesures prévues de biomasse et de rendement. Voilà. Donc, pour mémoire, les apports, donc 17-35, vous donnent les quantités d'azote apportées. Alors, bien entendu, en fait, on serait plutôt sur des apports, je dirais, en pratique courante agricole, sur des apports de l'ordre de 10 tonnes hectares, voire 10-15 tonnes. Là, les apports de 35 et 70 ont été faits sur ces petites placettes pour essayer d'avoir un effet, pour pouvoir avoir un effet mesurable véritablement. Donc, vous voyez les apports, notamment en azote et en potassium, qui sont quand même assez conséquents sur ces placettes. À l'échelle de la parcelle, on reste dans des considérations, je dirais, réglementaires, et sur ces placettes, on a essayé d'avoir un maximum de choses. Par contre, en fait, on n'a pas eu beaucoup de retours positifs, puisque au stade 7-8 feuilles, on n'a pas observé. Alors, on a eu un suivi télédétection par drone qui a été fait pour des mesures d'indices de végétation qui étaient intéressants pour le suivi de la biomasse ou pour le suivi de la nutrition azotée. Au stade 8 feuilles, on n'a pas de différence en fait au sein des placettes ni avec le reste de la parcelle qui nous sert de témoin. On a un développement assez identique. Et sur les résultats finaux de rendement, vous pouvez vous apercevoir que finalement, on n'a pas franchement d'effet par rapport aux témoins, et ni d'une placette à l'autre. Donc, excusez-moi, on était un peu déçus par les résultats, et donc on a cherché à en savoir plus, parce que mon collègue en fait se posait la question sur les explications, une parcelle déjà assez fertile, les conditions. Et donc, pour essayer d'en savoir un peu plus, on a travaillé donc avec un logiciel, un outil de modélisation qui est le logiciel mis en place par l'INRAE, donc STIX, depuis 1996. Et on a fait des tests, on a fait plutôt des scénarios de simulation à partir, bien entendu, des conditions donc, pédologiques, enfin des conditions du sol qu'on connaissait, et aussi à partir des conditions climatologiques locales. Bien. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait un effet important en fait du régime hydrique, puisque vous avez donc des rendements simulés dans un scénario sans irrigation et avec irrigation. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, en fonction des tonnages, c'est l'irrigation, donc c'est la pluviométrie qui fait la différence, puisque dans un scénario irrigué, on a non seulement effectivement de meilleurs résultats, mais on a effectivement de meilleurs résultats aussi en fonction du tonnage qui est apporté, alors que les scénarios non irrigués montrent des résultats qui sont tout à fait comparables. Alors, ce qui est intéressant de voir, enfin j'y reviendrai par la suite, donc comment se placent les résultats observés au réel entre les deux scénarios non irrigués et irrigués. Par contre, les deux courbes que vous pouvez voir sur la diapo vous montrent en fait les comportements au sol, au niveau de la plante et au niveau de la minéralisation entre un scénario donc irrigué et non irrigué pour un même apport, celui de 17 tonnes à l'hectare. En fait, ce que vous pouvez constater, c'est que lorsqu'on a un scénario irrigué, on a en rouge en fait la courbe d'absorption de l'azote par la plante. On s'aperçoit qu'avec effectivement l'apport de l'irrigation, on a une amélioration de l'absorption de l'azote à partir de l'absorption de l'azote du sol, avec aussi une légère amélioration de la minéralisation de l'azote de la matière organique du sol, qui est représentée par la courbe bleue. On peut voir que la minéralisation du compost, elle, change relativement peu. On a un peu mieux au départ, mais ça change assez peu. Donc on a effectivement une minéralisation du compost. Par contre, en fait, la pluviométrie déficiente, en situation à elle, ne permet pas sa valorisation auprès de la plante. Ce qui est montré assez clairement donc, par le scénario en situation d'irrigation. Voilà. Alors, les résultats de rendement sont assez intéressants parce que si vous reprenez la mesure des rendements précédents, donc vous voyez qu'on est on va dire entre 50 et 60 quintaux.
Par rapport à la situation d'irrigation, en fait, on se trouve sur une parcelle qui est dans un marais, donc avec de l'eau qui circule par le biais de canaux autour des parcelles. Donc on a une alimentation hydrique de la plante. Par contre, on n'a pas les effets de l'irrigation. Donc on n'a pas en fait d'alimentation azotée améliorée comme on l'a en irrigation. On a simplement une alimentation hydrique. Donc, ce qui explique que les résultats au réel se situent, j'irais, à mi-chemin entre les scénarios non irrigués et les scénarios irrigués. Donc, là, on a effectivement une démonstration de l'intérêt de l'irrigation pour l'optimisation de la fertilisation, notamment organique. Pas qu'organique aussi, mais notamment organique. Troisième cas de produit. Donc, alors, il s'agit d'une catégorie de produits qui n'est pas innovante en tant que telle, qui est déjà assez ancienne. Il s'agit des fientes de volaille déshydratées. C'est un produit qui est décrit dans la normalisation française depuis déjà un certain temps, qui donc appartient à la catégorie donc 1A1, c'est-à-dire engrais organique solide, d'après le nouveau règlement européen. Donc produite par une exploitation agricole, donc qui s'est équipée du système de déshydratation nécessaire et qui produit donc qui propose un produit normalisé en France déjà à l'heure actuelle, donc procédé Seconov, et qui en composition effectivement propose un engrais de type phospho-azoté, donc avec des teneurs relativement intéressantes, relativement équilibrées entre azote, phosphore et potassium. On a effectivement c'est un engrais vraiment organique principalement, hein, avec un taux de matière organique assez important et un C sur M relativement bas. Voilà. Alors, ce produit a été testé cette fois-ci dans un dispositif de fertilisation, un essai de fertilisation assez classique, donc mené sur blé tendre d'hiver en 2020. Alors sur un mélange de variétés de blé tendre dans l'hiver, donc dispositif en micro-parcelles, avec au total dans cet essai, qui a été conduit avec un collègue sur un groupe de développement agricole. On a eu 13 modalités testées, dont une modalité consacrée à notre produit organique et puis une modalité sur un produit organominéral. Donc, en Charente-Maritime, bien entendu. Vous avez la position et vous voyez les serres. Il s'agit de photos aériennes qui ont été faites au cours de la réalisation de l'expé. Vous voyez, donc, qui est bien apparent. Vous voyez en fait les différentes micro-parcelles qui correspondent avec aux différentes modalités et leurs répétitions. Et vous avez en rouge donc les 4 répétitions de la modalité fiente de volaille déshydratée. Et vous avez en bleu, pour mémoire, en fait les 2x4 modalités de la modalité donc de la dose initiale calculée apportée sous forme d'urée, qui nous sert en fait de référence. Donc là, il s'agit en fait donc d'un essai où on avait comme dose objective donc 164 unités d'azote à l'hectare pour un rendement objectif de 65 quintaux sur la parcelle, apporté donc dans le cas de pour les deux modalités qui nous intéressent, la modalité fiente de volaille déshydratée et la modalité de référence urée, donc qui a été apportée en 3 fractions, donc 40, 84, 40, donc vous voyez de février à avril 2020. Donc là, on a l'évolution sur le dispositif de la biomasse, hein, qui est indiqué à l'aide de l'indice NDVI. Et vous avez, donc vous pouvez voir effectivement le développement progressif de la culture de blé. Et d'ailleurs, vous repérez très bien au 7 mai les 4 modalités du T-0, donc les 4 micro-parcelles où il n'y a eu aucun apport d'azote apporté. On a aussi fait un suivi donc de la nutrition azotée, alors en associant donc des mesures au sol faites avec un capteur, donc le capteur Dualex, qui permet de mesurer directement un indice de l'état de la nutrition azotée de la plante, et donc une modélisation faite sur l'ensemble du dispositif par télédétection, enfin, à partir des images de télédétection. Voilà. Et donc vous avez là une situation donc 2 situations, au 21 février et au 13 mars, donc de l'état de nutrition azotée, avec effectivement, vous voyez, au 21 février, finalement, à part une modalité, relativement peu de différenciation, et puis au contraire, au 13 mars, on voit des différences assez nettes entre certaines modalités.
Alors, on a eu comme résultat, donc j'ai pris les modalités qui nous intéressaient le plus. Donc, vous avez la dose, le rappel des doses d'azote apportées et les rendements moyens obtenus à la fin de l'essai. Donc, pour le témoin 0, pas d'azote, donc on a un rendement de base qui est à 21 quintaux. On a donc le rendement objectif qui a été atteint, même un petit peu dépassé dans le cas de la dose calculée, la dose donc prévisionnelle de 164, avec un rendement à 67. Et alors, on a un résultat donc, voilà, qui est supérieur au témoin, heureusement, mais qui est un peu décevant par rapport aux résultats attendus, donc de 38 pour les fientes de volaille déshydratées. Voilà. Alors pareil, même chose, on a aussi utilisé donc, le moteur de modélisation Stix pour essayer d'expliquer un petit peu, pour comprendre un peu les différences de résultats. Donc vous avez deux courbes qui vous sont présentées sur la diapo. À gauche, vous avez une courbe, pareil, comme pour l'exemple précédent, donc d'absorption d'azote par la plante. Et puis de l'autre, vous avez une courbe en fait du stock d'azote minéral dans le sol, pareil en fonction du temps, donc sur la période, sur la durée d'expérimentation, à peu de choses près. Donc quand on regarde la courbe de gauche, donc l'absorption de l'azote, alors vous avez en bleu le témoin 0, en vert les fientes de volaille déshydratées, et en rouge donc la dose X qui nous sert, donc on a les deux références, la référence max et la référence min. Donc vous voyez l'absorption de l'azote en bleu. Donc on a toute une partie effectivement de la période d'expérimentation jusque, on va dire, mars, mi-mars, où finalement on n'a pas énormément de différence entre les trois éléments. Et puis on va avoir une nette séparation, une nette distinction qui va apparaître donc de mars jusqu'à mi-fin avril, où là finalement les conditions, toujours pareil, les conditions hydriques vont gérer un peu normaliser les choses. Et puis, donc, à partir d'avril, on va avoir pareil, une distinction, enfin une différenciation importante entre les trois modalités. Donc, on a effectivement le témoin 0 qui plafonne assez bas. On a donc la dose X dont l'absorption va monter assez vite une fois que la pluviométrie et donc l'état hydrique du sol ça reviendra. Et puis on a l'absorption des fientes de volaille qui va en fait être un peu entre les deux. Donc on a finalement une absorption qui est plus rapide et plus efficace dans le cadre de l'azote minéral par rapport à l'apport organique. Bien. Et alors, on a effectivement une confirmation avec le suivi du stock minéral donc d'azote du sol sur la courbe de droite, où on voit effectivement le témoin 0, on a en fait une diminution constante du niveau d'azote dans le sol en fonction du développement de la plante, avec à un moment donné, ça plafonne, si j'ose dire, ou du moins ça planchise à un certain niveau. On a l'absorption de l'azote qui apparaît de façon assez nette sur la dose X, donc la courbe en rouge, avec les pics d'augmentation à chaque apport d'azote du sol, et donc une diminution liée à une absorption du blé assez rapide, avec un plafonnement. Et puis on s'aperçoit donc la courbe intermédiaire de l'azote fourni par les fientes de volaille, où on a des tout petits pics qui peuvent apparaître, où là il s'agit en fait de l'azote sous forme minérale ammoniacale, donc en petite quantité, qui apparaît lors des apports des fientes de volaille déshydratées, mais on s'aperçoit finalement que la minéralisation de l'azote des fientes de volaille finalement est assez progressive, et on n'a pas d'effet d'alimentation du stock minéral du sol en tant que tel. Donc on a une diminution aussi plus ou moins constante jusqu'à une étape, à une date donc courant avril, où finalement les conditions pluviométriques plutôt sèches vont bloquer l'absorption, vont limiter l'absorption de l'azote du sol. Voilà. Alors le retard en fait dans la minéralisation et dans l'absorption de l'azote par les fientes de volaille montre qu'effectivement on a quand même un risque d'alimentation du stock d'azote minéral du sol après en fait le cycle de développement de la plante. Sur cette courbe, on peut regarder donc la simulation, les résultats de la simulation de la minéralisation de l'azote dans le sol. Alors on a en rouge la courbe de minéralisation de l'azote qui est l'azote de la matière organique initiale du sol, l'humus du sol, on va dire, donc qui est assez progressive, alors qui commence parce que, évidemment, comme elle a commencé avant
la prise en compte de la date d'apport. Donc elle est déjà à un certain niveau, mais elle est, on va dire, régulière, mais plutôt lente. Et puis donc on a la minéralisation en bleu des fientes de volaille, qui est un petit peu plus rapide quand même, qui aussi se fait un peu par palier, en fonction des conditions pluviométriques. Alors, les paliers, je dirais, apparaissent dans le cas des fientes de volaille déshydratées et pas sur la matière organique du sol, très probablement parce que les fientes de volaille ont été apportées, n'ont pas été enfouies, en fait. Et donc, rester à l'état de la surface rester en surface du sol, sont plus susceptibles, plus sensibles à la déshydratation, à la dessiccation que la matière organique à l'intérieur du sol. Une discussion, un échange avec un collègue donc, qui travaille sur le développement de l'agriculture biologique en grande culture à la Chambre d'agriculture, nous amène à penser qu'en fait, pour une amélioration, une augmentation d'efficacité de ce type de produit, il faut prévoir un itinéraire qui permette un enfouissement, même léger, mais un enfouissement de ces fientes de volaille déshydratées. On a également procédé en fait à un travail de modélisation, donc en associant les mesures de télédétection et les résultats de STIX, pour essayer de reproduire un petit peu le développement de la culture de blé en fonction des modalités pendant la période d'expérimentation. Donc là, on l'a fait sur la quasi-totalité des modalités, sur 12 modalités. Et donc, ça s'exprime en quantité de biomasse aérienne produite. Et on voit effectivement, en fait, on a 3 modalités qui vont se distinguer, du groupe des autres dans le développement. Donc, on a en rouge la modalité témoin zéro azote. Hein. En bleu, on va retrouver notre modalité organique fiente de volaille. Et on a une modalité en vert qui s'en rapproche un peu, qui est en fait la dose moins 40. On a effectivement, on observe que au cours de la période d'absorption d'azote, hein, après la mi-avril, on a un phénomène de palier, un phénomène de retard qui va être pris dans le développement, qui va être pris par ces modalités. Et donc, ce qui explique effectivement en partie les résultats moindres qu'on a en termes de rendement qu'on observe sur la modalité fiente de volaille déshydratée et sur une modalité de type engrais minéral, urée, mais une dose moindre. Il y a probablement un phénomène de palier qui se passe au niveau du sol en termes de quantité d'azote disponible, absorbable par la plante. Donc, en conclusion, en fait, ce qu'on a tiré notamment de l'exemple des fientes de volaille déshydratées, mais qu'on peut aussi avoir sur le compost, c'est que les résultats de production, rendement mesuré, biomasse observée ou simulée, et les variables de comportement qu'on observe sur la plante, par exemple, sur les courbes d'absorption d'azote, ou sur le sol, dans le cas du stockage d'azote minéral ou de la minéralisation de l'azote organique, matière organique aussi, dans le cas de la matière organique aussi, montre en fait qu'on a une efficacité moindre apparente des fertilisants organiques parce qu'on est encore dans des itinéraires de fertilisation classiques qui ont été construits à partir de nos connaissances sur les fertilisants minéraux. Et donc, on a encore un travail important à faire au champ sur la détermination et l'optimisation des itinéraires de fertilisation pour l'organique, notamment en travaillant sur les dates d'apport, sur les modes d'apport et sur le principe les possibilités, le principe du fractionnement et sur la répartition de ces fractions. Si on veut effectivement atteindre une efficacité équivalente avec l'organique par rapport à ce qu'on a connu avec le minéral ou avec l'organominéral, et encore ce travail à réaliser, à conduire dans le cadre de la fertilisation organique. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je vous en prie.